Bonsoir chers auditeurs pour ce nouveau Libre Journal du jeudi soir. Aujourd'hui une émission un peu différente de toutes celles qui ont été consacrées à Jean-Marie Le Pen sur Radio Courtoisie et ailleurs, puisque nous allons parler du menhir breton, mais sous un angle un peu différent de celui que l'on traite habituellement et précisément depuis sa mort le 7 janvier, puisque j'ai intitulé cette émission « L'autre Le Pen que vous ne connaissez pas ». Nous allons essayer de parler d'un Jean-Marie Le Pen intime, d'un Jean-Marie Le Pen politique que l'on connaît mieux, des amis de Jean-Marie Le Pen, des qualités, des défauts de Jean-Marie Le Pen sur le plan de la personnalité, du comportement, de ses idées, et si toutes les idées qui étaient les siennes étaient bonnes ou moins bonnes. Il ne s'agit ni de faire une apologie de Jean-Marie Le Pen, ni de faire non plus une opération de diabolisation dont il a été souvent la victime pendant plus de 40 ans, mais s'efforcer de lui rendre hommage avec les réserves que tout homme peut souffrir, et lui-même disait avec François de Sales, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et Jean-Marie Le Pen était précisément un homme. Nous allons donc essayer de le cerner de plus près, essayer de voir les angles morts, les angles vivants, quels sont les différents points où il a pu achoper dans sa carrière politique, quelles sont les suites, quelles sont les continuités, quels sont les éléments de rupture dans ses idées, dans ses amitiés. C'est un personnage que l'on sait plus complexe que l'on ne croit. C'est une autre figure de la droite nationale française. C'est aussi un pirate de la Trinité-sur-Mer, un punk de Saint-Cloud qui a fait peur aux bourgeois bien-pensants installés dans le conformisme du politiquement correct, contre les clans, contre les camps de politico-médiatiques. Il a été celui qui a empêché le système de tourner en rond. C'est donc aujourd'hui une émission tout à fait nouvelle que nous consacrons à Jean-Marie Le Pen. J'ai invité Nicolas Gauthier, journaliste à Boulevard Voltaire et Éléments, co-auteur avec Yann Maréchal Le Pen d'un album intitulé Le Pen en 2001 et d'un autre que vous avez publié seul, Nicolas Gauthier, et qui s'intitule Le Pen Parole d'homme en 2002. Oui, bonsoir. Vous êtes toujours la même année le rédacteur de la profession de foi de Jean-Marie Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle, et vous publiez ces jours-ci une somme de 4 entretiens publiés ces dernières décennies avec Jean-Marie Le Pen, un livre qui s'intitule Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu, chez Deterna, qui paraîtra d'ici une semaine. Nous donnerons toutes les références à la fin de l'émission. Je précise qu'il y a également dans cet ouvrage 2 entretiens avec l'épouse de Jean-Marie Le Pen, Jeannie Le Pen. Francis Bergeron, merci d'avoir accepté également mon invitation. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur les droites françaises, dont De Le Pen à Le Pen, paru en 1986, et Le Pen, le livre blanc d'un phénomène en 1988. Vous êtes également écrivain et journaliste, et notamment sur le site Présent Hebdo. Je signale aussi que vous êtes connu, en quelque sorte, pour être le président de l'association des Amis d'Henri Béraud, et que vous avez publié récemment, c'est un livre qui vient de sortir de presse, si j'ose dire, et qui s'intitule « Le Hussard remonte le temps », un polar, que vous avez donc publié chez Oda Isarn. Nous aurons un peu plus tard Bernard Dormal, ami de Jean-Marie Le Pen, mari de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot a connu bien évidemment Jean-Marie Le Pen, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui le savent. Mais Bernard Dormal a connu Jean-Marie Le Pen avant qu'il ne connaisse Brigitte Bardot. Marie-Christine Arnautu, qui est une vieille militante solidariste, me disiez-vous, Francis Bergeron, dans les années 60. Vous-même avez été un militant solidariste. 70. Oui, un petit peu avant qu'elle ne connaisse Jean-Marie Le Pen en 73. Ouais, je l'ai connue, je l'ai croisée. Je ne sais pas si elle se souvient de moi, parce que j'étais très jeune à l'époque, mais plein d'admiration pour cette jeune femme. Eh bien, nous charmante. allons la voir au téléphone tout à l'heure. Marie-Christine Arnautu, donc, qui a rejoint le Front National en 87, mais qui a connu Jean-Marie Le Pen en 1973. Alors, elle a occupé les fonctions de vice-présidente du Front National de 2011 à 2018 et de députée européenne de 2014 à 2019, notamment. Voilà, alors, après ces présentations, la première question que j'ai envie de vous poser, Nicolas Gauthier, vous avez bien connu Jean-Marie Le Pen, vous avez été fidèle de Jean-Marie Le Pen, vous avez écrit un livre
sur Jean-Marie Le Pen qui s'appelle Parole d'homme, diriez-vous ex abrupto que vous êtes d'une certaine façon l'homme de Le Pen? Absolument pas. Je n'ai jamais eu ma carte au Front National. Et si j'ai eu l'occasion, le plaisir et l'honneur de travailler avec lui, c'était en simple militance et amitié. Est-ce que vous diriez que de la même façon que ce que vous aimez peut-être chez Le Pen, son côté pirate et punk anti-système, est-ce que ça ne vous plaisait pas aussi par rapport à la formation, aux goûts musicaux, aux goûts cinématographiques, à ce que vous aimez dans la culture un peu underground? Alors j'ai toujours pensé que Le Pen était un vieux hippie d'extrême droite. Et ça m'a toujours frappé de voir comment les gens en parlaient, moi qui le connaissais un petit peu, de voir le hiatus extraordinaire entre Le Pen côté cour et côté rue, quoi. Mais oui, c'était quelqu'un. Déjà, le premier trait de caractère de Jean-Marie Le Pen, c'était la gentillesse. Une profonde gentillesse, matinée de son tempérament breton, c'est-à-dire qu'il pouvait piquer une crise en 2 secondes et avoir tout oublié 1 minute après. Mais Ouais. ça, c'est le côté breton. Et puis, il y avait un côté, c'est que je crois que c'est son ami Claude Chabrol qui l'a le mieux défini. Il dit: «C'est un fou la merde». Oui. Le Pen n'aimait pas les bourgeois. Ils se sont connus à la corpo de droit. Oui, il n'aimait pas les convenances. C'était vraiment un esprit libre avec des goûts totalement éclectiques. Il faut jamais oublier ce qu'il définit assez bien. C'était quand il fait ses études, il fait une thèse sur Maurice Joyeux et l'anarchisme. Et il publie d'ailleurs, juste avant, les chants anarchistes à la Serpe, et se retrouve à écrire un mémoire de DES, quand on dit DES à l'époque et pas DEA, sur la mouvance libertaire, et où il y a là même une rencontre entre Lecoing, qui est une des grandes figures de l'anarchisme français, et Jean-Marie Le Pen, ce qui épouvantera un journaliste du Monde et qui le photographiera en disant « Quelle horreur, Jean-Marie Le Pen et Lecoing qui est un militant et un théoricien de l'anarchie. » Mais c'est bien ce que je disais à l'instant, c'est qu'il adorait choquer le bourgeois, et il n'y a pas plus bourgeois qu'un journaliste au monde. Ça, c'est sûr. Mais il disait aussi qu'il n'était pas anarchiste, il était libertaire. Oui, ça c'est important. Nuance, c'est important. C'est très important. Il ne Oui, voulait oui. pas un système sans État, sans police, sans armée, sans prêtre, sans rien. Il voulait un État où on ait le maximum de liberté possible. En revanche, un pays avec le maximum de liberté. Sans pousser trop le vocabulaire pour ne pas essayer de solliciter les termes, on peut dire quand même qu'il était un anarchiste de droite. À défaut de mieux. C'est une expression assez récente, la notion d'anarchiste de droite. Non, je crois qu'il était libertaire au sens libertarien presque du terme, au sens américain du terme. Non, parce que libertarien, il y a vraiment une dimension économique. C'est, pour parler grossièrement, les libertariens, c'est tout pour ma gueule. Il avait l'esprit libertaire, l'anarchisme. Alors là, ça, on pourra en parler parce que ça pose la question de savoir si Le Pen était libéral ou non. Et ça, on va en reparler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, c'est un débat, à mon avis, qui va nous intéresser parce que je sais que nous ne sommes pas tous les trois d'accord forcément sur cette question-là, mais parlons de Jean-Marie Le Pen et de sa vision à lui et non pas à nous. Alors, il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est que Le Pen se voulait évidemment libertaire. Il avait donné d'ailleurs un entretien à la revue Éléments qui a publié sur son site, qui a republié sur son site récemment cet entretien où Le Pen se dit national libertaire, alors avec un rire évidemment, un rire à la Jean-Marie Le Pen, mais qui le définit finalement assez bien, même si évidemment on peut considérer que national et libertaire sont pas forcément ontologiquement les deux termes qui se recoupent le mieux. Mais je crois que Jean-Marie Le Pen aurait pu faire sienne cette fameuse maxime d'Antonin Artaud, l'ordre, le véritable anarchiste, c'est celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en accepte pas de parodie. Et je pense qu'il peut y avoir un peu de ça chez Jean-Marie Le Pen. Il y a ça, puis aussi ce que disait Maurras de l'anarchie, de la monarchie, c'est l'anarchie plus 1. Oui. Lui, Le Pen dit dans cette fameuse entretien que Lecoing n'était pas une personnalité très éloignée de moi, il dit. C'est incroyable. Il ajoute, si vous me permettez cette distinction, j'avais du respect pour l'objecteur de conscience, ce qui est assez surprenant, de la part de Le Pen, alors que j'aurais volontiers fusillé le déserteur. Je trouve que la formule est pas mal. Je comprends ce qu'il veut dire, en fait. C'est-à-dire que des gens qui ont des convictions très fortes, même opposées aux siennes, Le Pen les acceptait, même il aimait ça, parce qu'il aimait bien la polémique, la confrontation. En revanche, le gars qui fuit, le gars qui
qui fuit motivé par la trouille, ou par l'indifférence au sort de ses congénères, alors là, Le Pen pouvait leur rentrer dedans. Vous avez d'autant plus raison qu'être objecteur de conscience, c'est pas de la lâcheté. Non, c'est ça. On est guidé par des principes. Absolument. Parce que moi, j'ai connu l'époque où les objecteurs de conscience, la vie leur était pas facile parce qu'ils finissaient par... C'était rare qu'ils arrivent à se faire réformer. Et quand ils les chopaient, c'était 1 an en forteresse en Allemagne. Hein. Absolument, mais c'est ça. Hannah Arendt elle-même a vanté. Donc c'est pas une expression péjorative ou négative, même si elle l'est devenue. Mais elle était opposée aux convictions de Le Pen. Mais il est respecté parce que justement, c'était des convictions. Et du courage derrière. Sur Courtoisie, je me rappelle d'une émission que nous avions faite ensemble avec Jean-Marie Le Pen. Il en était même à défendre, dans la carte 14-18, les mutins, en disant qu'il y en avait certains qui comprenaient, qui devenaient effrayants, cette guerre était une boucherie, etc., etc., et qui pouvaient comprendre, il ne disait pas qu'il le justifiait, mais qui pouvaient comprendre les mutins. Alors, cette distinction peut-être entre la figure du guerrier que défend Le Pen et cette figure du soldat qui est très moderne et un peu encaserné, je pense qu'elle est opératoire dans une typologie d'homme de droite, finalement. C'est une vision aristocratique du soldat qu'est le guerrier, finalement. On peut être guerrier et être humain, et lui qui a connu le feu, que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie et l'équipée de Suez, c'est ce qu'est le sang, ce qu'est la violence, ce qu'est la mort. Et la guerre de 14-18 était tellement épouvantable qu'on ne peut que comprendre. Bien sûr. Les gens qui jugent sont souvent les gens qui ne connaissent pas. Quoi. Et peut-être aussi qu'une des grandes maladies de la droite française de l'époque est d'avoir défendu l'union sacrée en 14-18. Ça, c'est encore une autre question sur laquelle on ne peut pas revenir ici. On s'éloigne de Jean-Marie Le Pen. En tout cas, moi, Jean-Marie Le Pen m'avait dit, c'est dommage, j'ai failli rencontrer Brassens, Brassens que j'adorais, c'était Pierre Dudant qui devait me le présenter. Il est mort 15 jours avant que le rendez-vous ne puisse avoir lieu avec moi et malheureusement, j'en suis contrit. Il chantait ici Tempête dans un bénitier pour la réhabilitation de la messe en latin contre les calotins et contre le cléricalisme qu'il n'aimait pas beaucoup. Oui, et puis les deux tontons, enfin il y a beaucoup de choses. Tontons et d'autres. La tondue. La tondue, très belle chanson. Oui. Ouais, Brassens, Dudant, Le Pen, c'était une belle affiche dans un déjeuner qui aurait pu les réunir. Et même peut-être Brel, d'une certaine manière. Oui, peut-être Brel aussi, oui. Mais c'est pour ça, effectivement, que le Pen est attiré par ces gens-là, parce que ce sont des gens cultivés, et sont des gens avec lesquels on se meurt. Et non conformistes. Vous imaginez un dîner avec Gabriel Attal Voilà, pour le coup, je suis contre le suicide, mais autant se pendre tout de suite. Ça, c'est vrai que c'est dur. Un dîner avec Jean-Marie Le Pen, c'était quand même plus sympathique. C'est un peu plus funky, quoi, déjà. Alors vous, Francis Bergeron, vous avez connu Jean-Marie Le Pen finalement assez tôt, mais... Je l'ai connu tôt. Ouais, mais pas très personnellement. Pas intimement. Pas intimement. Voilà. Vous l'avez connu dans la mouvance. Je l'ai connu. D'abord, j'ai toujours connu Jean-Marie Le Pen, au moins de nom et de vue, parce que ma famille était extrêmement engagée dans l'Algérie française, pour l'Algérie française. Ouais. Et Le Pen, Loriol, Soustelle, Bidault, enfin, c'était vraiment un environnement, et jusqu'à Bastien Thierry, etc., c'est un environnement de personnalités qui nous parlait, enfin qui parlait à mes parents évidemment et à mes grands-parents, mais surtout la génération de mes parents, c'était vraiment des personnages importants. Le Pen de Marquet, enfin les jeunes députés qui s'étaient battus pour l'Algérie française et qui ont été battus en 62 lorsqu'ils se sont représentés aux élections de 62, je crois. Oui, 62. Donc, Jean-Marie Le Pen qui n'a jamais d'ailleurs voulu rentrer dans l'OAS. Oui, non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est assez intéressant. Pas forcément si je peux me permettre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, parce que Francis a connu le Le Pen d'avant, moi j'ai connu un peu le Le Pen d'après, quoi, où il était déjà un homme politique installé. Mais on appelait l'OS, il faut savoir que Jean-Marie Le Pen était un légaliste. Oui, mais ce qui est d'ailleurs paradoxal avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, mais c'est en même temps un vrai républicain. Légaliste, non conformiste, et d'esprit libre, un esprit libre, incroyablement libre. Oui, parce qu'il comprenait les gens de l'OS. Je sais qu'il a même quand certains étaient en cavale, il a jamais fermé sa porte. Mais ça, c'était son côté Brassens, ses chansons pour l'eau dernière. On ne ferme pas la porte à un ami, fût-il poursuivi par la police.
Ça, c'est pas partie des choses qui l'honorent. Là, il n'est pas légaliste. Mais lui qui est dans l'action politique, il peut, et qui pense, il estime, il croit avoir un destin dans l'avenir, il peut pas aller dans l'OS. Je pense que même s'il avait voulu, il l'aurait pas fait, quoi. Alors, il y a en revanche quelque chose de très intéressant et qui le résume parfaitement, c'est que Jean-Marie Le Pen a dissuadé, ça on le sait très récemment par les paroles de Lorrain de Saint-Affrique, qui lui a confié ça un jour. Il a tenté de dissuader Bastien Thierry de faire le petit Clamart et l'attentat du petit Clamart. L'attentat du petit Clamart a eu lieu. Il a après tenté de faire sortir de prison Susini, puis ensuite a enregistré le discours de Tixier-Vignancourt, la plaidoirie de Tixier-Vignancourt et le discours de Bastien Thierry. Enfin, là, on a vraiment du Le Pen pur sucre, quoi. C'était en plus, de son point de vue, qu'on est patron de la SERP, c'était un coup magnifique. Oui. Parfaitement illégal pour le coup, parce qu'on n'est pas censé enregistrer une plaidoirie, mais il le fait et c'était son premier. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est son premier hit au top 50 de l'époque. Il dissuade Bastien Thierry de l'attentat du Petit Clamart, mais en même temps, il est le premier à tenter de faire l'évasion de Bastien Thierry. Oui, parce qu'il est du côté des victimes aussi. Et Bastien Thierry, ce qu'il appelle les parias. Victimes. Voilà, parias, de même pour l'épuration, pour tous ces événements-là. C'est pas un flic, c'est pas je dirais comme un KGBiste. Le Pen, c'est quelqu'un qui a un grand respect pour l'adversaire éventuellement et qui ne va jamais souhaiter la mort d'opposants ou de gens comme ça. Et il va être toujours du côté des persécutés. Et à partir du moment où les défenseurs de l'Algérie française sont persécutés, il se sent plus du côté des persécutés. Voilà, Mais même Pierre Sergent, que vous avez connu, Francis Bergeron, disait, alors qu'il était pourtant le capitaine sergent et qu'il avait été une des grandes figures de l'OAS, l'OAS n'a été ni une organisation, ni une armée, ni un secret. Et peut-être que Le Pen avait senti ou pressenti ça. Il y a l'aspect de l'efficacité. Est-ce que l'efficacité était vraiment présente? Est-ce que les gens de l'OAS pouvaient gagner? Voilà, c'est la vraie question. Je suis en train de regarder un petit peu, préparer quelque chose peut-être sur le général Van Uxem. Van Uxem ne rejoint pas l'OAS, alors qu'il était extrêmement Algérie française. Il avait quitté l'Indochine dans des conditions effrayantes. Il se dit, je ne veux pas revivre ça en Algérie. N'empêche qu'il n'a pas fait partie de l'OAS et il s'en est expliqué. Notamment à son procès, parce qu'il s'est quand même tapé 2 ans, parce qu'on croyait que c'était lui le chef de l'OAS. Il s'est tapé 2 ans de prison. Il a été, je dirais, mis hors de cause après 2 ans de prison. Donc, il y a des gens comme Le Pen, comme Van Uxem, dont on ne peut absolument pas contester la fidélité à ses principes, à ses idées, mais qui avaient fait une analyse sur l'OAS, en tout cas, ou sur l'organisation, ou sur le moment où se déroule cette séquence-là, et qui en arrive à la conclusion que c'est trop tard peut-être, ou en tout cas ça ne marchera pas. De toute façon, sur le cas de Bastien Thierry, c'est 6 mois ou 1 an presque après les accords d'Évian. Donc la question de l'Algérie française et de son indépendance ne se pose plus. Ils font ça pour le panache, hein. Et la question, c'est le tyrannicide. Finalement, c'est ce sur quoi argumentent Bastien Thierry et Tixier-Vignancourt qui l'écoutent. Il faut châtier le traître parce que le traître et le salaud, celui-ci risque de continuer à faire du mal pour le bien commun, donc par charité, il faut l'exécuter. Oui, mais bon, c'est par rapport à ce dossier de l'Algérie française, ça ne tient pas plus de sens. Oui. Alors, paradoxe dans le paradoxe, parce que Francis dit à juste titre que Jean-Marie Le Pen a toujours eu une tendresse pour les persécutés. Mais dans des entretiens du livre à paraître, j'en ai republié un où il parlait de l'extrême droite. Et c'est lui qui utilise le terme. Généralement, c'est un terme utilisé par les médias. Et il me dit, j'ai traîné l'extrême droite comme un boulet pendant 30 ans. Oui. J'étais assez interloqué. Et il me dit, tu comprends, ces gens-là sont là pour réhabiliter leur passé. Moi, je suis là pour préparer l'avenir. Et c'est vrai qu'au début de ce Front National que Francis a mieux connu que moi, c'est le privilège de l'âge, il y avait beaucoup... Merci. Il y avait beaucoup... Mais vous portez... c'est vrai. C'est objectif. C'est vrai. Cet homme, il a une susceptibilité.
Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à connaître ces milieux au début des années 80, et il y avait ce tropisme. Il faut réhabiliter les Chouans, le maréchal Pétain, les gens de l'OS. J'attendais plus que les confédérés. Mais ça, c'est un problème d'historien. C'est pas un problème. Mais quand on fait de la politique, oui, bien sûr. C'est du romantisme. Mais c'est un problème d'historien. C'est amusant ce que vous dites là, Nicolas Gauthier, parce que Jean Mabir disait exactement la même chose. Lui qui avait été copain avec Le Pen, justement, il disait il y en a marre de toujours célébrer les défaites et jamais les victoires. C'est vrai qu'il y a un syndrome du panache de la défaite à droite de la droite qui est sympathique, mais qui n'est pas très politique. Et c'est d'autant plus paradoxal que pendant les années les moins lumineuses de notre histoire, comme on dit, il y a plus de nationalistes à Londres et dans les FFI qu'il y en a à Vichy, quoi. Je parle même pas de la collaboration. Ça se discute un peu. Il y en a eu à peu près autant. Ouais. Et je parle pas de la collaboration qui là est vraiment de quelle collaboration? de gauche. Laco, Grousset, mais bien sûr il y en a eu beaucoup. Il y en a eu pas mal. Marie-Madeleine Fourcade, Pierre-Guilain de Bénouville, Alain Griottret, quelques autres. Oui. Vichy comme un régime de radicaux socialistes. Bolloré. Oui. Ah oui, aussi. L'oncle. Il était dans le commando Kiefer. Oui. Alors dites-nous, Nicolas Gauthier, la première question que j'aurais dû vous poser, et à vous aussi, Francis Bergeron, c'est quand vous avez vu la première fois Jean-Marie Le Pen, quel effet vous a-t-il fait, non pas rétrospectivement, parce que rétrospectivement, vous allez nous dire, avec les yeux d'aujourd'hui, les souvenirs d'aujourd'hui, ce que vous a suggéré Jean-Marie Le Pen, mais à l'époque où vous l'avez eu pour la première fois, quel a été ce que vous avez immédiatement perçu dans le personnage, qualité, défaut, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Ce qui sortait de lui, mais j'étais beaucoup plus jeune, C'était en quelle année déjà, à peu près? 84. 84. C'était le charisme. Ouais. Il y a des gens comme ça, c'est une des raisons pour lesquelles Maigret a échoué, c'est que pour faire la politique, il faut du charisme. Alors on est dans une période politique où il n'y a quasiment aucun homme qui a du charisme. Il y a Mélenchon qui en a. Il y a Marine Le Pen en a un qui est évident, ça doit être elle a reçu ça comme don à la naissance. Mais ce qui sort, oui, c'est le charisme. C'est une espèce de force vitale. S'il fait partie de ces gens, comme votre ami Alain Delon, quand il entre dans une pièce, instinctivement, les discussions s'arrêtent parce que c'est une bête qui arrive, quoi. Ça, c'était frappant, cette force vitale qu'il y avait en lui. Et qu'il a eu la dernière fois où je l'ai vu, où j'ai eu le plaisir de discuter avec lui, c'était il y a 1 an. Il était un peu amoindri, mais il avait toujours cette force-là, quoi. Ouais, ce côté aussi animal et instinctif. Ce côté peut-être même, sans que ce soit péjoratif, Mabir parlait de zoologie. Il y avait quelque chose de presque animal chez Jean-Marie Le Pen. C'est un prédateur, c'est un grand fauve. Hein. C'est pas Michel Rocard. Hein. Qui était charmant par ailleurs, sûrement. Qu'il avait connu d'ailleurs. Oui, ils ne se sont pas très bien entendus. Mais Le Pen m'avait raconté qu'en 89, aux européennes, la liste Rocard est laminée par une manœuvre. Celle de Tapie, oui. Par celle de Tapie, c'est une manœuvre de Mitterrand. Il me dit, tiens, je suis à la gare, on va prendre le train pour aller à Strasbourg. Il est 8h du matin, je vois mon pauvre Michel Rocard qui était à la buvette en train de fumer cigarette sur cigarette en buvant des bières. Il dit, j'étais le consolé. Ah, c'est sympa ça, oui. Il me faisait pitié, quoi. Oui. Il était tellement salaud avec lui. Du côté des victimes. Mais est-ce que Rocard a accepté d'être consolé par Le Pen? Et Rocard, mais il se connaissait depuis longtemps. Et ce qu'il m'a dit, Michel m'a remercié chaleureusement. Heureusement qu'il n'y avait pas des caméras, parce que Michel Rocard se serait désavoué. Malheureusement. Parce qu'il a beaucoup dit de mal de Le Pen, beaucoup. Sur un ton très moralisateur. Enfin, il n'est pas le premier. Vous connaissez quelqu'un en politique qui n'a pas dit beaucoup de bien de Le Pen? Alors vous, Francis Bergeron aussi, quelle première impression avez-vous eue quand vous avez rencontré Jean-Marie Le Pen pour la première fois? Même si ça n'était pas d'une façon intime, mais peut-être militante ou... Oui, enfin, je pense que c'était à l'époque où j'écrivais dans Rivarol, dans les années 75, 76, chose comme ça. Ouais. Donc j'étais étudiant, j'étais assez jeune et je le connaissais donc de nom et je l'avais vu, mais de loin, au sein de la foule. Je l'avais vu 2-3 fois. Et ce qui m'a impressionné, c'est surtout son discours, sa langue. Moi, je pensais que c'était un tribun, un peu éructant.
et un peu une sorte de Georges Marchais ou un type comme ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il commençait à être vaguement décrit. Et en fait, c'était un type qui parlait très très bien, en tout cas sur des sujets qui n'étaient pas forcément politiques. C'était un type très cultivé. Moi, il m'a tout de suite bluffé sur ce terrain-là, je dirais, parce que il n'était pas commun. Voilà, il parlait pas comme un homme politique. Est-ce qu'il parlait déjà à l'imparfait du subjonctif et en citation latine au peuple? Oui. Enfin, c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, parce au que... peuple... En tout cas, dans les interviews, il se faisait un malin plaisir, je dirais, de déstabiliser ses interlocuteurs en utilisant justement l'imparfait du subjonctif, etc. En ayant un langage très châtien, un vocabulaire aussi impressionnant. Mais je disais ça aussi par rapport aux militants, adhérents, sympathisants du Front National, parce qu'on a toujours dit que la base de Le Pen était les ouvriers, les paysans, les milieux populaires, les milieux... C'était pas vrai à l'époque. Ça a été plus vrai à partir de 95, dans ce que Pascal Perrineau et Nona Meyer ont appelé le gaucho-lepénisme. Et puis après, avec Marine Le Pen, c'est allé beaucoup plus loin encore. Quand le monde employé, ouvrier, a quitté l'extrême gauche, la gauche, le Parti communiste, et s'est retrouvé au Front National, ou en tout cas s'est mis à voter Front National. Je me souviens très bien. Ouais. Moi, j'étais directeur des ressources humaines dans un groupe qui avait des usines du côté de Gennevilliers. La mairie de Gennevilliers était communiste, et on m'avait dit, quand je suis rentré dans cette société, on m'a dit attention, il faut se méfier de machin parce que c'est un communiste. C'était mon prédécesseur qui me disait il faut se méfier d'un tel, ils sont en cheville avec la mairie, c'est des communistes. J'ai discuté avec ces gens-là et je me suis aperçu qu'il n'y en avait plus un qui était communiste. Ils se disent non, nous, Le Pen, etc. Il y a eu vraiment un changement le public. Le public a changé, c'est postérieur à... Ouais, c'est vers 88 ou 86, 88 à ce moment-là qu'on a ce phénomène-là. Et ça commence du jour où la gauche abandonne la classe ouvrière, déjà qu'elle aimait plus beaucoup depuis mai 68, ils l'ont remplacé par un Le Pen prolétariat de substitution qui était l'immigration. Le Pen et non pas Le Pen prolétariat. Le Pen prolétariat. Ils ont essayé parce que sur ce terrain-là, je dirais que Mélenchon a mieux réussi que le Parti communiste. Au début. Oui, mais ça n'a pas Mélenchon est mort politiquement il y a 10 ans. Hein. Il n'est pas au courant, mais il est mort. Hein. C'est vrai, vous dites, Nicolas Gauthier, que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont de bons orateurs, oratrices. Mais par rapport à Jean-Marie Le Pen, ça reste quand même très inférieur. Y compris Mélenchon, quand il parle, alors on dit un bon français, etc., par rapport aux références culturelles, langagières, à la façon, la dextérité langagière de Jean-Marie Le Pen, ça n'a absolument rien à voir. On peut regarder Olivier Faure et regarder François Mitterrand. Il n'y a pas photo non plus. Oui, c'est le dernier monstre. Oui, mais c'est un très bon exemple. François Mitterrand disait il n'y a que deux personnalités politiques qui parlent correctement le français dans ce pays. Il y a moi, évidemment, et Jean-Marie Le Pen. Je vais vous demander, messieurs, de mettre votre casque sur vos oreilles, car nous avons Bernard Dormal en ligne. Allô, Bernard ? Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir. Effectivement, nous ne sommes pas encore à 6 heures du matin. Voilà. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation pour cette émission hommage à Jean-Marie Le Pen. Vous avez été un bon ami de Jean-Marie Le Pen, je crois, vous allez me le confirmer, au milieu des années 80. Vous êtes par ailleurs le mari de Brigitte Bardot, qui a connu un petit peu Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pourriez nous rappeler dans quelles conditions vous avez fait sa connaissance et pourquoi vous avez fait sa connaissance et ce qui vous a intéressé dans le personnage Le Pen? Alors, j'ai fait sa connaissance. Figurez-vous que sa femme actuelle était une amie. Jeannie Le Pen, oui. On a d'ailleurs connu Jean-Marie Le Pen ensemble. Oui. Jeannie Le Pen, qui ne s'appelait pas Le Pen à l'époque, recevait en fin de semaine plein d'amis à Rueil-Malmaison où elle habitait. Et un jour, débarque au bras d'un de mes amis aussi, Jean-Marie Le Pen, qui était truculent, qui a enthousiasmé il n'était pas encore très... C'était en 84-85. Ouais. C'était donc les débuts de sa renommée, si je puis dire, publique. Et tous les gens qui étaient là étaient, parce qu'il était fécond, parce que c'est un homme instruit, vous en parliez à l'instant, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui de nos dirigeants, et il était très rigolo.
Donc, tout le monde était enthousiasmé. Il y avait même, dans les amis de Jeannie Le Pen, il y avait même la sœur de Badinter. Ah oui, c'est marrant ça, oui. Oui. Robert Badinter, oui. Et enfin, c'était pas la femme de Badinter, c'était la sœur de la femme de Badinter. Oui. Voilà. Et puis il y avait Philippe de Broca, il y avait des gens comme ça. À l'époque, on pouvait encore voir qui on voulait sans être traité forcément de fasciste. Voilà. Oui, oui. Et alors, vous avez une anecdote assez amusante à nous raconter justement sur cette soirée avec Philippe de Broca, qui s'est trouvé amené à être très séduit par Jean-Marie Le Pen, au point de, si j'ose dire. Vous pouvez peut-être nous raconter ça. De faire un chèque pour son mouvement. Ah oui, c'est incroyable, à la fin de la soirée. 2500 francs à l'époque. Voilà. 2500 francs bien. Oui, à l'époque. Oui. Et Le Pen et Broca s'entendaient bien, il n'y avait pas de... Pas de problème. Ils ne se connaissaient pas spécialement, mais il se trouve que cette soirée, il était là, tout le monde était... Il y avait plein de monde, hein, elle recevait beaucoup, Jeannie. Ouais. Et voilà, donc... Ça, c'est la première fois que vous avez eu Jean-Marie Le Pen, ou c'était une des premières fois, en fait? C'était la première fois, oui. La première fois. Alors après, vous avez été... Oui. Pardon ? Là, vous avez été un petit peu amené à le revoir. Et alors, vous me disiez que on vous présentait dans les documentaires, à la télévision, comme étant le conseiller technique de Le Pen. Et vous m'avez dit, c'est pas du tout ça. Oui. Mais non, c'était beaucoup plus simple que ça. On vous affiche, moi je m'en foutais d'ailleurs, mais enfin bon, mais conseiller de Jean-Marie Le Pen. Et donc, quel honneur si j'avais été conseiller de Jean-Marie Le Pen. Il n'avait pas besoin de moi, je crois qu'il n'avait besoin de personne d'ailleurs. Il se conseillait lui-même. Oui. Voilà. Et puis, bon, on se revoyait souvent, puisque Jeannie, sa future femme, était une copine. Et voilà. Ouais. C'est simple, les choses sont simples. On s'est revus après à Saint-Tropez. Ouais. Et c'est là que je reçois un coup de fil de Jeannie en me disant « Viens ce soir chez Maître Bougreau, qui était le représentant de Jean-Marie dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. » Et il me dit « Viens, il y aura Brigitte Bardot. Ouais. » Et comment ça s'est passé, c'est que Maître Bougreau appelle Brigitte. Il était l'avocat de Brigitte localement, pas l'avocat de la Fondation, juste de Brigitte. Et il avait invité Brigitte à venir dîner parce qu'il recevait son président Jean-Marie Le Pen. Brigitte avait dit d'accord. Le matin, elle dit d'accord. Puis comme elle change beaucoup d'avis, il pleuvait. Elle lui avait téléphoné en disant j'aimerais bien le connaître, mais il pleut et tout, c'est ennuyant. Et Bougreau, l'avocat, lui dit, vous pouvez pas me faire ça, Jeannie, c'est mon président, gna gna gna. Enfin bon, toujours est-il qu'elle y a été, et moi aussi. Ouais. Et en petit comité, comme ça, et Jean-Marie, comme d'habitude, respirait l'air de tout le monde, il y avait que lui qui parlait, mais comme c'était très drôle. Il était pas du tout politique, il parlait de choses qui pouvaient plaire à tout le monde. Oui. Et en partant, Brigitte s'est aperçue que j'étais là aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est amusant. Ah oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Puis alors, il y a aussi évidemment un lien, si j'ose dire, qui explique tout. C'est que Jeannie Le Pen est très amoureuse des animaux. Brigitte aussi, évidemment. Vous aussi. Et par conséquent, tout ça a formé groupe, si j'ose dire. Non, Jeannie, effectivement, était sensible à la cause animale. Sa mère aussi, d'ailleurs. Ouais. Alors que Brigitte, elle, c'était la combattante. Oui. Un investissement, elle ne pouvait pas le faire. Enfin bon. Mais elle était très sensible à la cause animale. Voilà. Alors, qu'est-ce que politiquement vous retiendriez de Jean-Marie Le Pen? Quels sont les thèmes qui vous semblent être ceux qui sont les plus forts chez lui? Ce qui vous a le plus séduit dans sa démarche politique ou dans le message qui a pu être le sien? Est-ce qu'il y a des thèmes forts? Les thèmes, c'est qu'il a essayé que la France garde sa souveraineté
et tout ce qui découle. Enfin, il était fabuleux parce que moi j'habitais Nice à l'époque. Il avait beaucoup de dîners ou de meetings d'ailleurs, pendant des heures, comme 2 heures sur scène sans un bout de papier. Il séduisait tout le monde. Il avait un sens du verbe et des situations. Ça passait du dramatique au plus rigolo et les portraits politiques étaient extraordinaires. Ouais. Pour moi, c'était un théâtre fabuleux, je trouve. Et c'est un homme au-dessus de la moyenne. Il a une vie invraisemblable et un courage formidable. Mais alors, voilà, on a déjà vu d'ailleurs Jean-Marie Le Pen 2-3 heures sur une estrade, de gauche à droite et de droite à gauche, sans papier, en parlant d'une manière extrêmement et avec un micro-cravate, c'était le premier à le faire. Et un micro-cravate, oui, il avait eu ça chez les télévangélistes américains, je crois. C'était le premier à l'avoir fait. Ouais. Alors Bernard Dormal, je crois que Brigitte a connu Jean-Marie Le Pen au son retour de la guerre d'Algérie au Val-de-Grâce, si je ne m'abuse. Brigitte connaissait le premier danseur, ça c'est incroyable, le premier danseur de l'Opéra de Paris, qui la contacte et qui lui dit, elle ne savait pas qui c'était, il lui dit, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Marie Le Pen et qui te demande si tu peux venir avec lui réconforter des blessés de la guerre d'Algérie. Au Val-de-Grâce. Au Val-de-Grâce. Ouais. Et Brigitte a dit, bien sûr. Et donc, elle a été au Val-de-Grâce et elle a rencontré Le Pen. D'ailleurs, il y a des photos qui doivent exister là-dessus. Oui, il y en a une qui l'atteste, tout à fait. Oui. Où elle réconforte. Donc, elle ne savait pas qui était Le Pen. Elle était loin elle n'a pas de culture politique. Elle juge comme ça sur pièce. Elle n'a pas de doctrine, je peux dire. Donc, puis elle savait, à l'époque, c'était une autre époque qu'aujourd'hui. Et voilà, donc il est incroyable, Le Pen. On se demande comment il pouvait connaître le marquis de Cuevas. Vous savez, il avait il était notamment sur le pré lorsqu'en duel se sont battus le marquis de Cuevas et Serge Liffard. Et Liffard que Brigitte connaissait, forcément. D'accord. Ouais, c'est incroyable. Mais il y a plein de choses comme ça. C'est un autre monde, hein. Oui, c'est un autre monde. La France avait encore des talents parce qu'aujourd'hui, ils ont presque tous disparu. Aujourd'hui, c'est lamentable ce qu'on peut voir. Et c'est triste de voir la France s'abaisser à ce point-là. Il n'y a rien. Voilà. Et dans plein de domaines. C'est dommage parce qu'on a des gens formidables qu'on ne met jamais en valeur, ou très rarement. On nous parle toujours des bandits, des voleurs et des politiciens nuls. Vraiment, c'est invraisemblable. Il y a plein de gens qui pensent comme ça, ils en ont marre, quoi. Ben oui, je vais vous raconter une autre anecdote. Oui. J'ai envoyé une photo que j'ai prise avec un instamatique. Ça se passe à Eden Rock, pas loin de Cannes. C'est un endroit chic. Et il y avait des bungalows qui étaient loués par des gens. Il y avait un bungalow qui était loué par un ami de Jean-Marie qui s'appelait Chambrun. C'était pas Charles de Chambrun, le député du Gard en 86-88, non? Oui. Peut-être. Oui, d'accord, oui. Et il avait invité Jean-Marie Jany dans son bungalow qu'il avait loué à Eden Rock. C'était un endroit où il y avait plusieurs bungalows, et dans un autre bungalow, pas très loin, il y avait Chirac. Et alors je dis ça à Jean-Marie, il y a Chirac à côté qui n'arrête pas de bouger dans tous les sens, il va forcément passer pas loin de chez toi. Donc le mieux, on te donnera... il était hilar, Le Pen. Ouais. Le mieux, c'est tu te tiens prêt et dès qu'il passe à côté, hop, tu sors et tu le salues. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les deux étaient en maillot de bain. Ouais. Chirac, il avait dans les mains ses chaussures en 44 fillettes et ils se sont rencontrés. Comme c'était très étroit et tout, de toute façon, ils ont une courtoisie parlementaire. Ils se sont serrés en se serrant la main. J'ai pris la photo formidable juste à ce moment-là.
Et puis voilà, je peux vous dire que Le Pen était mort de rire. Eh bien, figurez-vous que la photo est parue, vous la connaissez. La photo, ben oui, elle est parue, je vais vous dire comment elle s'est passée. Ouais. Oui, mais pas tout de suite. J'avais quelques amis photographes et je l'ai proposé à une agence de photos. Ils l'ont gardé pendant 1 heure, ils ont discuté, j'étais à la porte, j'attendais. Et puis finalement, ils ne l'ont pas prise. Pourquoi ils ne l'ont pas prise? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur accréditation quand le Premier ministre voyage. Il voyage toujours avec où il se déplace avec quelques journalistes. Oui. Et donc, ils l'ont pas pris. J'ai réussi à la refourguer à une autre agence qui l'a pris et qui l'a vendue à Paris Match au départ et qui ne l'a pas sorti. Voilà, pour pas que j'ai Chirac. Enfin, mais ça devait être avant 87-88, ça, je pense, la photo. Oui, 88. Mais elle s'est sortie 1 an après dans le Canard enchaîné, première fois. Et après, bon, je ne sais pas où c'est passé. Mais, c'est une bonne action, Bernard. une bonne action pour l'histoire. Je sais pas qui c'est, j'ai jamais rencontré ni serré la main de Le Pen, tiens, tu parles. Ouais. Bon, alors, dernière petite question. On parlait justement de Jeannie Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, de Brigitte Bardot. Le Pen était donc un passionné des animaux au point que dans son livre de mémoire, dans je crois le premier tome, il y a un chapitre sur Le Pen et les animaux. Oui. Et il parle de ses... Il parle de ses hérissons, il parle de son rat qui s'appelle Gaston, qui est apprivoisé, ses chats, ses chiens. Oui, Jeannie a toujours eu des chiens, lui aussi, à Montretout, où il avait... C'était un animal politique, aimait les animaux. Voilà, exactement. Non, c'était un type exceptionnel, qu'il ait fait des choses, qu'il ait dit des choses qui ne plaisent pas, bon, on peut comprendre, mais bon, faut arrêter toutes c'est pas un nazi, c'est un Français pur et dur, et voilà. Et puis ce pays qui sombre, c'est des gens comme ça. Je vais vous dire, heureusement que Trump est là, parce que ça va foutre quelques coups de pied au cul à tous ces Européens qui tombent dans une décadence pas possible. Il y en a marre. En tout cas, les européistes mondialistes qui sont actuellement au pouvoir à Bruxelles. Vous savez comment je l'appelle, Van der Leyen? Van Papen, je trouve. C'est méchant pour Van Papen. Hein. C'est méchant. Bon, en tout cas, merci Bernard. Merci. Je vous propose que vous restiez un petit peu avec nous parce que je vais passer un enregistrement d'une émission avec Jean-Marie Le Pen. Ça dure 6 minutes sur Le Pen et les artistes. Il fait référence notamment à Brigitte, vous verrez. Et il parle de tous ses amis, acteurs, chanteurs, etc. C'est encore une autre figure de Le Pen qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on va écouter ça tout de suite. Vous vous rendez compte que on en parle, personne n'en parle, mais quand il y a eu la guerre d'Irak, il a sorti 50 et 90 otages. Ouais. Quand il est arrivé, on a détourné l'avion parce qu'il y a plein de journalistes, ça devait être... et il a atterri sur un aéroport militaire pour pas que les journalistes voient trop. Et effectivement, il y a très peu d'images de ce... Et le problème, c'est que les otages étaient eux-mêmes sous pression et ne voulaient pas sortir avec Jean-Marie Le Pen pour ne pas être pris par les photos de l'époque. Vous pensez que c'est de l'intox? Oui, complètement. Non, ils l'ont remercié, ils étaient tout contents. Mais oui, c'est le mensonge, c'est pas vrai. Bon, vous nous éclairez là sur ce point. Oui, écoutez, il sort des gens d'un piège, hein, j'appelle ça un piège, de chez Saddam Hussein. Bon, c'est des Allemands hein, en général qui l'a sauvé. Ouais. C'était en majorité des Allemands, les otages. Et c'est pas vrai, ils l'ont remercié. Écoutez, ça, c'est un point de rectification historique nécessaire, parce que on pensait une fois de plus que Jean-Marie Le Pen avait été ostracisé par les otages.
Merci Bernard. En tout cas, on écoute donc avec vous Francis Bergeron et Nicolas Gauthier ces quelques minutes sur Le Pen et les artistes, où ils parlent notamment de Brigitte Bardot. Et on se retrouve tout de suite après avec Marie-Christine Arnautu, toujours par téléphone. À bientôt Bernard. Alors, je vous embrasse tous. Oui, on vous embrasse aussi. Merci. Et on embrasse Brigitte surtout aussi. Oui. Surtout Brigitte Bardot, oui. Oui, Brigitte. Merci beaucoup. Enfin bon. Et restez avec nous, vous allez entendre le document. Oui. C'est un document qui date de 2010. Jean-Marie Le Pen était en très grande forme et riait beaucoup dans le studio en chantant. Oui, on va l'écouter. Il y a quand même une question que je me pose depuis longtemps. Comme vous habitez à Montretout, je me suis posé la question de savoir si vous aviez côtoyé Lino Ventura. Oui, il habitait à côté de chez vous. Il habitait à côté de chez moi. Je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. C'était un ours. Oui. Un ours sympathique. Vous savez que c'était un ancien catcheur. Et il était, oui, je l'ai rencontré et j'ai connu son fils qui, d'ailleurs, après sa mort, travaillait dans les, comment dirais-je, la publicité, les gadgets publicitaires. On a eu une relation cordiale, courtoise. Mais Lino, oui, je l'ai vu 3 ou 4 fois. J'ai parlé un petit peu avec lui une fois, mais c'était un ours. Un ours au grand cœur, mais un ours. Comme à l'écran. Oui, mais son personnage de l'écran. Un homme de grand talent, toutes ces gens, les Gabin et tous ces gens. Là, on reforme le camp des Siciliens, là. Le camp des Siciliens, absolument, oui. Jacqueline. En cinéma français, quand même. Ouais. Un de nos amis, très amis, d'ailleurs ça avait beaucoup étonné le tout Paris que Jeannie et moi soyons au premier rang de son enterrement, c'était Mouloudji. Oui. Eh bien, Mouloudji était un garçon qui faisait 2 heures, 3 heures de vocalise par jour pour garder sa voix. Et vous savez que Mouloudji était aussi un poète peu connu. J'ai un énorme livre de poèmes de Mouloudji, qui était un homme très, très attachant, très remarquable, et qu'on a voulu classer comme ça, parce que, comme il dit, petit garçon, moi j'allais avec ceux qui me donnaient à manger, et voilà, je me suis fait cette réputation d'être un homme de gauche ou d'extrême gauche, alors que mes sentiments n'étaient pas ceux-là. Mais vous avez été aussi, là aussi, copain, plus qu'ami, je crois, avec Claude Chabrol, à l'époque de la Corpo. Ah oui, mais Chabrol a été membre de mon comité de Corpo, quand il faisait du droit, parce qu'il a fait de la pharmacie aussi. Non, Claude était un petit copain, parce qu'il était plus jeune que moi. Oui, nous étions amis, et nous étions surtout des fanas de cinéma, lui surtout, mais il nous entraînait dans sa passion, et nous allions, au lieu d'aller à la fac, il faut bien le dire, confessons-le, nous allions le matin au Paris, où étaient présentés les films, et il était un admirateur passionné de Hitchcock, qui l'a d'ailleurs beaucoup marqué, et c'était le temps des grands moments de l'Inconnu du Nord Express, La Corde, Sueur froide, etc. Tout ça. Il était presque parfait, et on était passionnés de tout ça. Et Claude était alors quand nous allions à un club qui se trouvait à Montparnasse, on distribuait des billets, des places gratuites, et je dois dire que Claude savait tout. Et il savait le nom de la 4e femme de tel acteur américain, combien elle avait eu d'enfants, que l'un d'entre eux s'était cassé une jambe à l'âge de 3 ans, enfin bref, il savait tout cela, il était encyclopédique. Et ce qui est assez drôle, c'est que ces 2 premiers films, Le Beau Serge et Les Cousins, l'acteur principal, à côté de Jean-Claude Brialy, c'est autre que Gérard Blin, qui a, au début des années 80, pris parti pour vous. Tout à fait. Gérard était un ami, et je l'ai vu pas longtemps avant sa mort, avant qu'il se donne la mort. C'était une âme déchirée, un garçon de grande qualité, et un soir, comme ça, à Rueil, dans le noir, dans le jardin, il nous a fait confidence des moments les plus difficiles de sa jeunesse et de sa vie, mais on en avait les larmes aux yeux, larmes silencieuses, mais il était bouleversant. Alors il y a notre ami qui a beaucoup compté aussi, qui compte je crois encore, et qui a pris parti pour vous personnellement, enfin souvent, il n'a jamais lâché, c'est Monsieur Alain Delon. Oui, Alain, c'est un copain, oui c'est vrai, il n'a qu'une seule fois où il tournait un film avec un inconnu célèbre, là, dont on parle ne réveillez pas un flic qui dort.
Mais en dehors de ça, il a toujours été très chic. C'est un type courageux. C'est un ancien Indochine. Bon, il n'a pas oublié tout cela. Et là, vous vous êtes connu par le biais de Jacques Dominati ou oui, c'est antérieur? Je crois non, c'est par Jacques Dominati en effet que j'ai connu Alain et puis à ce moment-là il y avait Mireille d'Arc, etc. Grande sauterelle. C'est ça, oui, absolument. Et je dois dire que Alain est souvent venu dans les réceptions. On se voit de temps en temps, comme ça, on se croise quelquefois à Boulogne. Oui, parce qu'il est, enfin bref, il fait partie de ces gens qui, maintenant, qui ont la surface. C'est comme Brigitte, ils ont la surface qui leur permet d'être libres. Oui, tout à fait. Voilà. Les autres ne peuvent pas, ceux qui doivent gagner leur vie à la sueur de leur langue. Passionné par le cinéma. Je vous ai raconté une histoire de cinéma. Un jour, je suis invité à déjeuner par Louis Malle. Et moi, je ne connaissais pas Louis Malle, et j'ai toujours plaisir à connaître des gens, même très éloignés de moi, par le métier ou par l'âge ou par le parcours. Je suis curieux des gens. Et alors, il me dit, voyez-vous, Monsieur Le Pen, mon invitation n'est pas tout à fait innocente. Car je vais faire un film sur la résistance, et comme je sais que vous êtes un ancien officier de Waffen-SS, alors je l'arrête, je lui dis, mais monsieur... mais il me dit, je lui dis, mais vous savez, c'est absolument faux, je ne suis pas un ancien officier de Waffen-SS. Mais il me dit, Monsieur Le Pen, tout Paris sait que vous êtes un ancien officier de... Écoutez, je dis, Monsieur Malle, vous pouvez peut-être dire que tout Paris croit, mais je peux vous dire qu'elle croit à tort, parce que je n'ai jamais été dans cette arme d'élite, d'abord, parce que j'avais 16 ans en 44, 17 ans en 45, et que le peu que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans ce camp-là, mais dans l'autre. Alors, je n'ai rien de commun avec les Waffen-SS, voilà. Voilà, on vient d'entendre Jean-Marie Le Pen, une émission qui avait eu lieu en septembre 2010. C'est toujours émouvant d'entendre Jean-Marie Le Pen, surtout quand il est dans cette forme olympique, si j'ose dire. Et nous avons Marie-Christine Arnautu, une vieille amie de Jean-Marie Le Pen. Marie-Christine Arnautu, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Ça doit vous émouvoir, j'imagine, d'entendre Jean-Marie Le Pen parler de cette façon. Beaucoup. Hein? Beaucoup. J'avais pas besoin de ça pour réveiller l'émotion que j'ai actuellement, parce que c'est vrai que maintenant on est dans une société où il faudrait faire son deuil en 48 heures, et je crois que le deuil de Jean-Marie Le Pen, en tout cas en ce qui me concerne, va être éprouvant pendant plusieurs semaines, voire mois. Voilà. Ouais. Alors, vous l'avez connu en 1973 lors d'un dîner ou d'une réception d'une association, je suppose nationale à l'époque. C'était en 73. C'était dans un dîner organisé pour les anciens de la Corpo, les anciens présidents de la Corpo. Et c'était un dîner qui avait lieu chez Roger Olindre au bivouac du Grognard. Ah, voilà, d'accord. Voilà. D'accord. Et alors, donc, Francis Bergeron, oui. Francis Bergeron, qui se trouve dans le studio, me disait qu'il vous avait connu dans les rangs solidaristes à la fin des années 60, début des années 70. Oui, avec Christina Boboc, si mes souvenirs sont bons. Voilà, écoutez, Christina, qui est une très chère amie avec laquelle je corresponds tous les jours. Et c'est vrai que mon premier engagement avait été avec Francis, Alain Boinet, Jean-Pierre Tirbois d'ailleurs à l'époque, Jean-Pierre et Marie-France. Voilà, et donc plus sans doute des noms que j'oublie, mais c'est vrai que ça avait été mon premier engagement, parce que je trouvais j'aime pas trop ce mot de doctrine, mais disons que les solidaristes étaient pour moi des gens qui correspondaient à mon idéal et qui, comme Jean-Marie Le Pen d'ailleurs, combattaient le communisme. Oui, parce que c'était le solidarisme au sens effectivement de l'anticommunisme et de la solidarité avec les pays de l'Est, des Européens avec les pays de l'Est, contre la tyrannie communiste. C'est ça, et c'est comme beaucoup d'idéologies, elle a été dévoyée par des gens qui s'imaginent historiens et avec de la culture politique, mais qui en fait n'en ont pas du tout. Alors, vous aviez aussi un père qui a rencontré Jean-Marie Le Pen,
qui a été issu de la mouvance légionnaire dans les années 30 de Corneliu Codreanu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce que Le Pen connaissait Codreanu ou pas du tout? C'était... Non. Parce que je crois qu'il est... Non, comme référence historique, culturelle, intellectuelle, politique. Comme référence, bien sûr. Maintenant, mon père, lui, était trop jeune pour être associé à Codreanu, mais c'est vrai qu'il m'en avait beaucoup parlé et que la garde de fer, en fait, alors il ne faut surtout pas prononcer ce mot-là maintenant parce qu'on est taxé encore de toutes les infamies possibles. Mais vous avez remarqué une chose, Marie-Christine, c'est qu'on parle toujours de la garde de fer, qui à l'époque était une association qui était vouée à parer un éventuel coup militaire communiste en Roumanie, mais on ne parle jamais de l'association ou le mouvement qui a précédé la garde de fer, qui est sans doute trop beau pour les médiacrates bien pensants que nous connaissons, et qui s'appelle la Légion de l'Archange Michel, parce que c'était un mouvement mystique chrétien qui luttait à la fois contre le communisme et les usuriers, et qui avait une vision très haute et christologique, très, très avancée. Bien sûr, et d'ailleurs, vous avez vu que ce qui se passe actuellement en Roumanie avec Călin Georgescu, qui a eu le malheur de se référer dans un de ses discours à Codreanu, lui a porté les pires ennuis. Hein. Oui, j'ai vu ça, Justement, c'est ce côté de la référence au christianisme, la référence à l'archange Saint-Michel, et qui n'a absolument rien à voir avec un quelconque mouvement nazi auquel on a voulu les associer. Ils ont même été persécutés en 1945 avant par les nazis et ensuite par les épurateurs en 1945 en Roumanie. Donc on ne peut pas les amalgamer. Bien sûr. Alors, et pour revenir à Jean-Marie, moi c'est vrai que mon engagement personnel, parce que je l'ai connu un petit peu avant mes parents, mais à l'époque, une jeune fille de 21 ans, elle ne se baladait pas comme ça. Et donc, quand j'ai dit à mes parents que j'avais rencontré Jean-Marie Le Pen, je dois dire 15 jours après, il venait dîner à la maison avec sa femme. Ah oui, effectivement. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs qu'après, je suis rentrée à la SERP, parce qu'il aurait été hors question que je fasse ça dans mon coin sans l'aval de mes parents. Mais alors ça, vous rentrez à la SERP après 73 ? Après avoir connu Jean-Marie Le Pen, justement. Non, avant ? Très peu de temps avant, parce que, écoutez, ça a été une histoire assez drôle, finalement, parce que j'étais chez Roger Olindre, et comme mes parents trouvaient que je passais beaucoup plus de temps avec mes camarades politiques à Assas que dans les cours, et qu'ils avaient peu de moyens quand même, hein, parce que c'était une famille très modeste, et mon père m'avait dit, écoute, si tu veux, ou tu travailles, ou tu suis tes cours. Bon. Et donc, le soir où j'ai été chez Roger Olindre, j'explique ça à Roger, il me dit, mais écoute, ça tombe bien, parce qu'il y a Jean-Marie Le Pen qui cherche une assistante à la SERP. Et donc, il m'a présenté à Jean-Marie ce soir-là, c'était un vendredi ou un samedi, et le lundi, j'étais engagée à la SERP. Voilà, je suis rentrée chez moi en disant à mes parents, ça y est, j'ai trouvé du travail chez Jean-Marie Le Pen. Bon, alors ça n'a pas été... mon père connaissait déjà évidemment l'engagement de Jean-Marie et était plutôt favorable à cette idée-là, mais ils ont voulu les connaître. Mais Le Pen est allé en Roumanie avec vous? Alors, nous sommes allés beaucoup plus tard. Nous sommes allés en... Excusez-moi. Non. Une bronchite épouvantable, pardon. En tout cas, vous avez une bonne voix, je peux vous dire. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression que vous avez la fièvre. Non, mais vous savez qu'on est des costauds à l'école Jean-Marie Le Pen. On vous appelait même Tarzan, paraît-il, au sein du Front National, et vous disiez « je préfère être Jane ». Alors, Exactement. Vous savez tout, il suffit de lire quelques articles ou quelques textes et les rendre Saint-Just pour le savoir. C'est ça. Non, c'est vrai que je suis pas wokiste, donc entre les deux, je préfère Jane. Ouais. Bon, donc oui, je suis allée avec Jean-Marie en Roumanie en 1997. On avait été invité à l'époque par le leader de Mare Romani, la Grande Roumanie. Oui. Et donc, on avait passé quelques jours là-bas, et c'est vrai qu'on était allé, entre autres, déjeuner dans le palais Ceausescu, et je dois dire que, très sincèrement, je l'ai regretté après, parce que je me suis dit, si mon père me voyait là-dedans, je sais pas s'il apprécierait. Mais bon, c'était avec Jean-Marie, c'était
C'était une des nombreuses aventures que nous avons vécues ensemble. Alors, si vous connaissez Le Pen en 73, vous rentrez au Front National en 87, si je ne m'abuse. Oui. J'adhère au Front National en 87 parce que j'ai un caractère plutôt indépendant et très honnêtement, je ne voyais pas l'utilité d'adhérer alors que j'étais tout le temps avec eux. Et puis, bon, il faut dire aussi qu'entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Donc, ma vie personnelle et familiale avait pris un peu. Je travaillais aussi parce qu'après, je suis rentrée à Air France. Donc, je continuais à voir évidemment les Le Pen très régulièrement et très familialement, je dirais, pendant toutes ces années. Mais je n'avais pas trop la possibilité d'être active en politique parce que j'étais occupée à élever mes enfants. Alors, vous avez occupé donc les fonctions de vice-présidente du Front National de 2011 à 2018, des députées européennes de 2014 à 2019. Je rappelle ces dates pour montrer quand même l'enracinement à la fois très, très lointain et en même temps très, très récent, la longévité du combat militant et politique, sociale, etc., qui a pu être le vôtre. J'ai écouté sur Internet, je n'étais pas aux obsèques de Jean-Marie Le Pen, j'ai écouté votre allocution que j'ai trouvée vraiment très émouvante, très authentique, et en même temps très simple. Et il y avait un point sur lequel je voulais intervenir et vous poser une question. Vous dites à un moment donné que vous aviez le pardon moins facile que Jean-Marie Le Pen. Et vous ajoutez que Le Pen vous avait répondu à cela, ne te fais pas plus Le Pen que Le Pen. Et c'est assez paradoxal parce qu'on ne pouvait pas forcément imaginer que Le Pen était aussi pardonnant facilement à ses adversaires. Or, vous l'avez connu sous cet angle-là, justement. Absolument. Alors, c'est vrai que c'était quelqu'un de très spontané, c'est-à-dire que sur le moment, il allait réagir en hurlant, en criant, en disant que c'était inadmissible et tout ça. Mais je dirais peu de temps après, finalement, il avait une hauteur de vue et un recul sur les choses de la vie qui était exceptionnel et que moi, évidemment, je n'ai pas. Je vous dis franchement, je n'ai pas. C'est quelqu'un qui, si vous voulez, n'était pas rongé comme certains par la rancune ou la rancœur. Pas du tout, c'était pas dans son caractère. Alors, il y avait 2 choses qu'il me disait aussi. Il me disait, tu sais, j'ai la chance, moi, quand on ne m'aime plus, je n'aime plus. Ouais. Alors, est-ce que c'était vraiment la réalité? Je ne sais pas. Était-ce ce qu'il voulait. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai. D'ailleurs, même dans la vie politique, on l'a vu. Et puis, il avait aussi une qualité que nos politiques n'ont plus, à de rares exceptions près, c'est qu'il faisait passer l'intérêt général avant ce qui a dû être quand même une blessure personnelle ou bien des déceptions. Mais il passait au-delà de ça pour... d'ailleurs, vous avez vu à son enterrement, je dirais pratiquement toute la famille politique nationale était là. Y compris les adversaires d'hier qui étaient là, qui avaient pardonné aussi. Et donc, je me dis, finalement, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi à ses obsèques. Je me dis, de là-haut, il doit voir finalement qu'il a réussi quelque part à rassembler des gens qui... Mais ça a toujours été ça, Le Pen. Il a rassemblé au sein du Front National des gens qui, finalement, au départ, n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que l'absence de rancune chez Le Pen, absence de rancune relative, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'années qui se passent pour que cette rancune passe, elle aussi. Mais est-ce qu'il n'y avait pas chez Le Pen, qui était un épicurien, un bon vivant, une volonté de ne pas se faire manger par le masochisme, et donc sachant que la rancune profite toujours non pas à l'autre, mais à soi-même. On se fait du mal à soi-même d'abord quand on est rancunier vis-à-vis d'une personne à qui on en veut. Mais bien sûr, et bien sûr que c'est essentiellement ça, mais pour ça il faut être intelligent, et c'est pas donné à tout le monde, parce que Le Pen avait quand même été un homme extraordinaire au vrai sens du terme, y compris dans l'intelligence. D'ailleurs, souvent des gens qui ont eu une enfance difficile ou qui n'ont pas forcément bénéficié
de tout ce que pourraient bénéficier aujourd'hui des adolescents. Lui, ça n'a pas été son cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il avait cette proximité avec mon père, parce que c'était la même génération pratiquement, mais c'était aussi les mêmes difficultés et les mêmes souffrances d'ailleurs, même que l'un et l'autre avaient pu connaître dans leur enfance. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça qui les rapprochait. C'est aussi ça qui les rapprochait, bien sûr. Alors, il y a autre chose que vous avez dit quand vous êtes sorti de la messe, et je vous passe à la moulinette, si j'ose dire, mais ce sont des réflexions quand même très intéressantes, parce que ça fait mieux connaître le Le Pen intime. Vous avez dit, je connaissais très bien Le Pen, mais malgré tout, presque 40 ou 50 ans d'amitié, de proximité, etc., il y avait quand même quelque chose, il y avait une face que je ne connaissais pas et que je n'arrivais pas à comprendre. Oui, enfin, j'ai pas dit que j'arrivais pas à la comprendre, mais j'ai dit que... Il y avait un coin qui se dérobait à vous, peut-être, en tout cas, non ? Mais je pense qu'il se dérobait à tout le monde, y compris sa famille proche. Oui. Moi, je l'ai vu quand j'ai eu l'honneur, parce que maintenant je considère vraiment que c'est un honneur, de travailler sur ses mémoires, au moins les tout premiers chapitres. Et en fait, ces tout premiers chapitres, c'était vraiment sa vie personnelle. C'était son enfance, sa famille. Il parlait de son père, de sa mère, de ses grands-parents. Et donc, c'était souvent le soir, parce que j'étais à Montretout tout l'après-midi, mais je restais le soir quand tout le monde était parti. Et en fait, je retranscrivais des manuscrits. Voilà, il avait pris énormément de notes, il a fait beaucoup de manuscrits, en particulier dans ses croisières en bateau. Et donc, on relisait tout ça ensemble, y compris des passages que lui-même avait oubliés d'ailleurs. Oui. Et quand il s'agissait de parler... je l'ai dit en particulier, moi ça m'avait frappé ça quand il avait parlé de son père, et il s'est arrêté, il a rien dit, et j'ai vu une larme couler sur sa joue, et il était gêné vis-à-vis de moi. Bon, j'ai fait comme si j'avais rien vu, hein. Ouais. Mais il était gêné d'avoir laissé libre cours à ses sentiments. C'est pour ça que c'est un homme. Il y avait une contradiction d'ailleurs incroyable entre l'image qu'il donnait à l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un de très jovial, de très gai, qui n'hésitait pas d'ailleurs à un moment à faire le coup de poing s'il fallait. C'était tout ce qu'on aimait chez lui, mais en même temps qui était d'une générosité incommensurable. Et puis l'homme qui se livrait très difficilement sur le fond de son cœur, en fait. Sur le fond de son cœur. Et ça, je crois Est-ce qu'on peut dire que c'était de l'amour propre ou plus négativement de l'orgueil chez lui ? Pas du tout. C'était pas du tout ça. Ouais. C'était une espèce de... C'était simplement une pudeur. Et peut-être même que il avait une certaine réserve vis-à-vis des autres, en se disant, parce qu'il a toujours été enclin à s'occuper des soucis ou des souffrances des autres avant les siennes. Ouais. Et donc, il se disait peut-être, finalement, bon, je ne vais pas parler de ça parce que chacun a ses soucis, chacun a ses problèmes, et je voyais comment il agissait avec les militants, avec nos amis DPS aussi, que j'ai oublié de citer à l'église, Jacques Grété, parce que ça a toujours été des gens qui l'ont défendu corps et âme, mais auxquels il rendait aussi un profond respect, vous voyez. Et donc, il était tellement attaché, Jean-Marie, aux Français et à la France, que finalement, ses sentiments à lui, ses états d'âme, il les mettait sous le tapis. Voilà. Alors, il y a deux questions que je voudrais vous poser avant qu'on ne se quitte, Marie-Christine Arnotu. La première, vous rappelez que, en parlant du pardon ou de la rancune chez Jean-Marie Le Pen, il y a deux points qui me viennent en tête. Quand j'ai fait cette émission en 2010 avec lui ici, je l'avais un peu taquiné, il l'avait
plus ou moins mal pris parce que je lui avais parlé de Jacques Perrat en 1995 qui s'était présenté sans étiquette et pas avec l'étiquette du Front National. Il avait été exclu par Jean-Marie Le Pen et j'avais posé la question à Le Pen 20 ans après. Est-ce que vous considérez que vous n'avez peut-être pas eu raison de lui enlever... de lui en vouloir de se présenter sans étiquette et de l'exclure. Alors, il m'a tout de suite défendu sa position originelle et sans en démordre. Et puis, à la fin de l'émission, et même encore un peu après, il m'a dit « J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait à Jacques. J'ai eu tort. » Alors ça, c'est une première leçon du Le Pen... de la gémellité lepénienne, on pourrait dire. Et la deuxième, quand Anne Le Pape, qui était proche de François Brignot, était venue voir Le Pen pour un entretien, elle lui avait dit « C'est quand même dommage, Jean-Marie Le Pen, que vous ne soyez pas allé aux obsèques de François Brignot, vous étiez fâché avec lui, mais quand même, vous auriez pu venir. » Brignot avait écrit à l'époque « Jean-Marie m'a tué », qui était un livre très dur contre Jean-Marie Le Pen. Et Le Pen avait répondu « On s'est quitté trop définitivement, trop durement, c'était pas possible. » Et puis il a fait un silence qui a duré 1 seconde, 2 secondes. Il a répondu « J'aurais dû y aller. » Voilà. Votre appel a été mis en attente. Ah, on a apparemment perdu Marie-Christine Arnautu. Votre appel a été mis en attente. Alors apparemment, c'est peut-être le téléphone de Marie-Christine Arnautu qui a stoppé. On va peut-être la retrouver. Alors, une question que je vais vous poser, c'est pas facile parce que c'est une question difficile. C'est la question Votre appel a été mis en attente. de Le Pen et la religion. Il y a des points qui ont été soulignés ces derniers temps sur Le Pen et le christianisme, Le Pen et la foi, Le Pen et la religion, et qui sont toutes contradictoires. On en trouve une qui dit, où Jean-Marie Le Pen dit « Je suis un chrétien médiocre mais pas malfaisant ». Une autre « Je suis depuis très longtemps hostile à l'Église catholique. Cette Église a fait beaucoup de mal à mes parents, mais je reste malgré tout croyant et croyant en Dieu ». Et puis dans un entretien avec Martin Pelletier qui a été livré il y a 1 semaine, un jour Le Pen aurait posé la question à Martin Pelletier « As-tu la foi ?» Martin Pelletier lui aurait répondu « Oui » et Le Pen aurait ajouté « T'as de la chance ». Alors, la question, c'est de savoir si Le Pen n'avait pas parfois des doutes et si, au jour le jour, il n'avait pas forcément la même foi selon qu'on soit le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Est-ce qu'il avait une foi ancrée, une foi du charbonnier, une foi qui éprouvait parfois le doute? Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Gauthier? Par vous, est-ce que vous avez connu de Jean-Marie Le Pen? À l'évidence, c'est un mystique. Oui. Mais un mystique tellurique, plutôt, un mystique de la Terre. Non, il avait la croyance mystique. Alors, il n'était pas connu pour hanter les églises. Alors, il est vrai, pour essayer de répondre à votre question, c'est que, il le dit dans ses mémoires, c'est que jeune, il est dans une école de jésuites, je crois. Ouais. Il le traite très mal. Et comme il le trouve insupportable, ils lui font croire que sa mère est morte pour qu'il rentre chez lui. Oui. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui marque son homme. Après, voir d'un point de vue politique, une des institutions qui a le plus emmerdé le Front National, c'est quand même l'Église catholique. Ouais, notamment en 2002, mais pas que. Oui. Donc, qu'il ait été anticlérical, Oui. on le serait à moins. Ouais. Et j'ai l'impression, mais je pense que Marie-Christine me répondra beaucoup mieux que moi, c'est qu'il s'était réconcilié à la fin avec sa foi, la foi de son enfance, ce qui ne veut pas dire qu'il ait cessé de croire. Qu'il a eu des doutes probablement, des doutes. Mais tout le monde a des doutes. Bien sûr. Francis Bergeron et Marie-Christine Arnautu. Ouais. Moi, je ne peux pas... Ah, vous voulez... Non, allez-y, Francis. Marie-Christine Arnautu après, juste. Non, je n'ai pas j'ai pas eu de discussion avec lui sur ce thème-là. C'est très livresque, c'est ce que je pensais savoir, ou ce que je croyais savoir, ou ce que je crois savoir de Le Pen. Mais je pense notamment à l'entretien qu'il avait donné à National Hebdo en 1985, où il s'est exprimé sur cette question. Avant cela, il avait fait une longue interview dans le Figaro Magazine aussi, très centré sur ce sujet.
Et j'ai relevé ce qu'il disait à l'époque. On lui pose la question, êtes-vous croyant ? Il dit oui, je le suis. Mon credo, c'est celui de l'Église catholique romaine, celui que j'ai appris sur les genoux de ma mère, celui que les bons prêtres de mon enfance m'ont enseigné sur les bancs du catéchisme, celui qui a imprégné toute l'histoire de la France depuis le baptême de Clovis et qui est aujourd'hui encore professé par plus de 80% des Français. Je vois ce qu'il veut dire et Jean Raspail dit un petit peu la même chose et à la fin d'un entretien de Raspail sur la même question, il termine en disant « mais au fond, ça m'arrange bien ». C'est-à-dire que le doute, évidemment, foi, espérance et charité, l'espérance, oui. La foi, il y a un énorme point d'interrogation, mais l'espérance, oui, bien sûr. La charité, c'est la personnalité de Le Pen. Je pense que Le Pen, comme Raspail, comme certaines autres personnes, sont à peu près sur ce schéma, j'imagine. Et puis ça peut paraître compliqué, mais Gustave Thibon ne disait-il pas lui-même qu'on peut douter en Dieu ? C'est toute la question des rapports par rapport à nos fins, justement. C'est tout le drame, quelque part. Et oui, c'est l'écartèlement. Oui. Marie-Christine, alors justement, Le Pen et Dieu, Le Pen et la foi, Le Pen et la religion. Qu'est-ce qu'on peut en dire à votre avis ? Écoutez, moi je suis intimement persuadée que Le Pen croyait en Dieu et avait la foi. Alors après, on a tous des moments de doute, oui. Mais il avait la foi. Alors ça a été dit, il critiquait à juste titre l'Église catholique qui quand même non seulement lui a pas fait de cadeau, mais a pris des positions très hostiles envers lui. Donc tout ce qui était le clergé, je dirais les hommes de l'Église, bon, à de rares exceptions près quand même, parce qu'il en a rencontré beaucoup qui l'estimaient énormément. Et puis, il y avait la foi. Et voyez, moi, j'ai cité d'ailleurs, lors de ses obsèques, c'était une phrase qu'il m'a dite il n'y a pas longtemps, parce que c'était au mois de juin, vous voyez, au mois de juin, à son dernier anniversaire où j'étais. C'était en tout petit comité, parce qu'il était déjà fatigué, mais très fringant quand même, il a chanté, bon. Et à un moment, il m'a pris la main, il l'a serré très fort, et il a regardé le ciel, et il m'a dit « Tu crois qu'on se retrouvera là-haut ?» Mais je lui ai dit, mais bien sûr qu'on se retrouvera. Et il m'a resserré la main très fort. Donc, d'abord, il avait peur de la mort. Oui. Et plus l'âge avançait, plus il avait peur de la mort, même s'il ne reconnaissait pas forcément. Mais enfin, bon, qui n'en a pas peur, même les grands chrétiens. Mais je suis persuadée, effectivement, parce que l'éducation qu'il a eue par sa maman en particulier, et puis par ces fameux prêtres là, dont vous avez parlé il y a quelques instants, pour lui c'était ça, la foi. Il avait aussi une aversion tout à fait particulière vis-à-vis de Vatican II. Il le disait souvent, que ça avait désacralisé la messe, qu'il ne se retrouvait plus du tout dans cette liturgie et dans la messe moderne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que d'un côté il y avait, bon je ne dis pas ça péjorativement, pas du tout, parce que moi-même je vais à la messe quand je trouve une église qui me convient, mais il y a tout ce folklore quelque part de certaines messes, bon tout ça l'intéressait pas. Lui il priait, c'était quelqu'un qui était tellement de toute façon mystique, le terme est tout à fait juste. Le terme est exact, c'est exactement ça. Ouais. Il était mystique, c'était quelqu'un qui était pas du tout matérialiste, Le Pen, contrairement à ce qu'on a raconté, pas du tout. Je pense qu'il avait une vision de l'invisible qui régissait le visible. Pour lui, ça n'était pas complètement étranger à sa propre équation personnelle, à sa propre identité profonde de Breton. Le visible et l'invisible étaient liés intimement. Oui, sans doute aussi que la Bretagne... il prend une part, parce que c'est quand même une région où il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de mystères, beaucoup de légendes, et il était très attaché à ça. Et on peut pas... moi, je pense, alors sincèrement, qu'on ne peut pas douter de la foi de Le Pen en Dieu. Vraiment. D'accord. On lui a demandé Francis Bergeron. On lui a demandé s'il était pratiquant, et il a répondu... Si vous entendez par ce terme pratiquer la prière, oui, je suis pratiquant. Oui, ça, il devait la pratiquer régulièrement et même, très, très régulièrement. Oui. On va passer, Marie-Christine, à un bobino et on vous retrouve tout de suite après. Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, on se retrouve pour cette émission du jeudi soir. Nous sommes en présence de Nicolas Gauthier, Francis Bergeron et Marie-Christine Arnautu par téléphone. Marie-Christine Arnautu, quel serait à votre avis la première qualité peut-être et le premier défaut de Jean-Marie Le Pen, car tous les hommes ont des défauts, et François de Sales disait « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie », et Le Pen aimait citer justement François de Sales. Donc il y avait aussi de l'hommerie chez lui. Quelles étaient les qualités et les défauts de Jean-Marie Le Pen, à votre avis? Vous savez, c'est bien prétentieux de répondre à cette question de ma part. Hein. Alors qu'est-ce qui vous froissait un peu chez lui? Et qu'est-ce qui, au contraire, vous contentait? Mais écoutez, je dirais que l'homme en lui-même, c'était quelqu'un d'extrêmement courageux déjà, oui. Indépendant, libre. Oui. Libre. Et ça, c'est une qualité essentielle de nos jours. Libre, généreux. Oui. Il y avait une générosité de cœur immense. N'oubliez pas la gentillesse aussi. Ouais. Oui, mais ça va ensemble pour moi. Générosité de cœur et gentillesse, ça va ensemble. L'intérêt pour les autres, encore une fois, l'altruisme, toutes ces qualités-là qui font que la France a beaucoup perdu en ne les lisant pas. On a perdu 40 ans avec un homme comme ça, parce que il aimait la France, il aimait les Français. Après, ses défauts, somme toute, la mauvaise foi. Les défauts d'un homme, oui, de temps en temps, mais vous savez, il était du signe des Gémeaux. Alors, personne des Gémeaux sur le plateau, mais c'est vrai que les Gémeaux sont un peu de mauvaise foi quand même. Lors d'un entretien avec Jeannie Le Pen, elle m'a dit « Oui, mon mari a toujours raison ». Je dis « Mais et il lui arrive d'avoir tort ?» dit « Non, il a simplement moins raison que d'habitude ». Comme quoi la mauvaise foi de Jean-Marie Le Pen était contagieuse en termes conjugaux. Mais au risque de vous choquer, Marie-Christine, on a beaucoup dit, et pas seulement de la part de ses ennemis, que Le Pen était un peu égotiste, démesuré, qu'il avait une tendance un peu à tirer la couverture à lui. Est-ce que ça vous paraît complètement revêtir un lieu commun, un poncif, un stéréotype, ou est-ce que ça vous paraît quand même revêtir une certaine réalité? Non. Non, moi ça ne me paraît pas du tout... Le Pen n'avait pas du tout un ego démesuré. Alors loin s'en faut. Il aurait pu, hein. Il aurait pu. Ouais. Mais au contraire, il avait l'humilité des gens intelligents et jamais, même dans... Je le connaissais quand même plutôt bien. On est partis en vacances ensemble. On a traversé ensemble des périodes difficiles pour lui, difficiles pour moi et heureuses parfois, heureusement. Mais jamais... non, au contraire, vous voyez, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé à Air France, donc je m'occupais de ses voyages. Mais à l'inverse de beaucoup de gens qui étaient moins connus que lui et qui étaient des personnalités moins en vue, jamais il n'a demandé, comme font certains, d'un siège particulier dans l'avion ou bien des faveurs particulières. On allait dans les hôtels, il ne demandait rien. Pas du tout. C'est pas du tout quelqu'un qui avait un ego hors norme. Pas du tout. Pas du tout. Si je puis me permettre, Nicolas Gauthier. Moi, je l'ai connu évidemment bien moins que vous, mais j'ai eu le privilège de le côtoyer un petit peu. Et pour abonder en votre sens, j'ai même parfois l'impression, en privé, qu'il manquait de confiance en lui. Non, je ne crois pas qu'il manquait de confiance en lui, mais je pense que je peux vous citer un autre exemple. On avait fêté mon anniversaire c'était il y a 5 ans ou 7 ans, je ne sais plus, avec des amis, avec ma famille. Et il s'est intégré tout de suite dans le groupe avec des gens qu'il ne connaissait pas. Mais vous voyez, il aurait pu jouer la vedette, par exemple, dans les fêtes qu'on organisait. Mais jamais il restait... et c'était pas un manque de confiance en lui, c'était le respect des autres. Et... Moi, je pense aussi, même Marie-Christine, si vous me permettez, que Le Pen avait ce côté justement Gémeaux, donc un peu double, et qu'il voyait toujours la réponse contradictoire à la réponse qu'il était en train d'apporter, qui lui semblait juste, mais toujours en entrevoyant la réponse contraire. Je pense qu'il y avait un petit peu ça chez lui, cette intuition et cette
Mais il aimait bien le débat. Il aimait le débat. Il aimait le débat. Il cherchait à savoir qu'est-ce qu'on pouvait lui opposer, c'est sûr. Merci Francis Bergeron, merci Nicolas Gauthier, merci Marie-Christine Arnautu. Vous restez avec nous, Marie-Christine, on va entendre Jean-Marie Le Pen en conclusion, parler de la mort, 1 an avant celle-ci, et parler de José Antonio Primo de Rivera, le poète martyr, le chef de la phalange espagnole dans les années 30. Merci Marie-Christine, merci Francis Bergeron et merci Nicolas Gauthier. Merci beaucoup. Comme je suis probablement dans le petit cimetière de la Trinité-sur-Mer, dans mon caveau de famille, j'ai pensé simplement faire comme José Antonio, une plaque de marbre avec Jean-Marie, puisque je serai dans la tombe des Le Pen. Il n'y a pas besoin de dire mon nom, simplement mon prénom. José Antonio Primo de Rivera, ça c'est l'histoire de l'Espagne. Et sa tombe, je crois que c'est à Burgos, semble-t-il. Vraiment, José Antonio. Ça, c'était fusillé à l'âge où il est toujours dangereux de vivre, c'est aux alentours de la trentaine, comme ça. C'est le moment dangereux. C'est le moment où j'ai pensé que je pourrais mourir. Voilà, le grand rire de Jean-Marie Le Pen, même sur des choses graves, sur sa mort avant qu'il ne décède. Je donne donc une dernière référence pour le livre de Nicolas Gauthier, Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu, aux éditions d'Eterna 2025. Où est-ce qu'on peut le trouver, Nicolas Gauthier ? Sur le site FrancePhi, France comme France, PHI.com. Il sera disponible dans le courant de la semaine prochaine. Je vous remercie tous et à très bientôt, à jeudi dans un mois. Merci.